Allez, c'est parti. Action. Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à prendre un peu de temps pour vous et à faire une pause psy avec votre animateur, nous Ryan, en B1 Audio, et nos invités de marque aujourd'hui. Alors, on est avec, Maëlle Giron, je suis étudiante en deuxième année de psychologie et professorat des écoles. et bien sûr, Yann Conan, B1 en audiovisuel à Innov Campus et écrivain à mes heures perdues. écrivain à tes heures perdues. Alors, on va nous retrouver avec tout ce petit beau monde juste après le générique. Bon, alors, je pense que pause psy, ça paraît un peu. Évident. Oui, ça paraît un peu évident, effectivement, oui. Et on va parler de psychologie, de santé mentale, tout ça. Et on va commencer, bien sûr, par demander une petite question toute bête comme ça, mais vous, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va. Et toi, ça va? Ça va super. Et toi, ça va? Ça va super, ça va super. C'est nickel, ça. Alors, on va continuer. Alors, est-ce que, on va commencer par toi. Qu'est-ce que c'est la santé mentale pour toi? C'est être bien, être mal, essayer d'aller mieux dans sa Pas- tête. Franchement, pas mal comme définition, ça. Et toi, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Moi, la santé mentale, c'est être sans esprit et ne pas avoir de problèmes mentaux, à l'instar de ce qu'elle a dit. Enfin, le contraire. Le contraire de ce qu'elle a dit, oui. Chacun a sa définition et franchement, de toute façon, c'est vague, ça reste vague comme sujet et chacun pense ce qu'il veut de ça, on va dire, et chacun a sa propre définition. Et justement, en lien avec tout ça, on a fait des micro-trottoirs où on allait poser ces questions aux gens, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que c'est la santé mentale pour eux, et on a eu des réponses qu'on va vous faire écouter et vous allez nous donner votre avis après. Alors on va balancer là tout de suite les micro-trottoirs. Alors déjà, la santé mentale, c'est quoi pour vous? C'est très important. C'est quelque chose qui est encore assez tabou, assez peu abordé, assez peu exploité en termes d'éducation auprès des enfants et aussi auprès des adultes. Vous avez dit que c'était tabou, pourquoi vous pensez que c'est encore tabou? Parce que la santé mentale, le raccourci, c'est la folie. Le premier raccourci, c'est si on va chez le psy, c'est qu'on est fou, de manière générale. Donc le sujet de la santé mentale, c'est d'abord mal considéré parce que quelqu'un qui va pas bien dans sa tête, c'est quelqu'un qui est fou. Et petite question personnelle, que ce soit dans le milieu du travail ou quelque chose comme ça, est-ce que tu as vécu quelque chose qui a pu t'attaquer toi au niveau de la santé mentale? Oui, oui, totalement. Dans mes précédents jobs, un surmenage où on demandait beaucoup en termes de mission, mais aussi en termes de, comment dire, on va s'occuper du bien-être d'autres employés, ce qui faisait qu'il y avait une surcharge mentale derrière. Et moi, ça m'est arrivé du jour au lendemain où en fait, je suis tombé dans les vapes et j'ai pas compris ce qui s'est passé. En gros, c'était plus ou moins une sorte de burn-out, quoi. En gros, mon corps m'a dit stop parce que mon esprit me disait stop. Alors voilà, ce qu'on a pu récolter des gens qu'on a pu interviewer justement concernant la santé mentale. Et j'aimerais savoir déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez justement qu'on dit que c'est encore assez tabou, on va dire, de parler de santé mentale, que c'est encore associé à la folie? J'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que dans notre génération, ça se libère de plus en plus par les réseaux sociaux, par plein de choses. Il y a beaucoup moins de honte à aller voir un psy. On connaît un peu mieux aussi les troubles mentaux, tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu nous diras là-dessus? Moi, je suis pas d'accord quand on dit que pour aller voir un psy, on est forcément fou. Parce qu'on peut aller voir un psy parce qu'on a des problèmes dans notre vie, mais pas forcément dû à la santé mentale. Donc voilà. Après, est-ce que c'est tabou? Je pense pas, non. Parce que de nos jours, on arrive à bien en parler. Peut-être que les gens ne disent pas de vive voix en mode oui, je vais voir un psy, mais de nos jours, c'est plus facile déjà d'aller voir un psy et puis d'en parler. Voilà, quoi. Après, je suis à moitié d'accord avec toi et à moitié pas d'accord avec toi, dans le sens où je trouve que concernant notre génération, on va dire, c'est moins tabou, dans le sens où on est quand même une génération qui ne, on va dire, va pas forcément bien. Il y a
il y a quelques soucis, on va dire, dans notre génération, que ce Ouais. soit les études, tout ça, tout ça. Donc, ouais, je veux dire qu'à l'heure actuelle, si tu dis que tu vas voir un psy, c'est pas, enfin, en tout cas, dans notre cas, c'est pas forcément mal vu, mais je trouve que ça reste quand même associé à ce truc de. Tu vas dire à quelqu'un, tu vas aller voir un psy, il va te dire ah ouais, tu vas voir un psy, comment ça se fait que tu vas pas voir un psy, tu vas pas bien, qu'est-ce que ça va, en fait, le fait d'aller voir un psy, ça va toujours être, en tout cas pour l'instant, hein, ça va toujours être associé au fait que tu vas pas bien, au fait qu'il y a Ouais. peut-être de la folie derrière, au fait. Après, c'est peut-être la société aussi qui fait ça, qui nous conditionne dans ce truc de aller voir un psy, c'est forcément tu vas pas bien. Et forcément, les gens n'ont pas envie de parler, de dire ce qui va pas, de dire qu'ils ne vont pas bien, de s'afficher comme ça. c'est Donc, dans le sens où ils vont garder ça pour eux. Et je pense que ça joue sur le fait que bah, c'est encore un peu. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça se débloque, comme tu l'as dit, ça se débloque, mais ça reste quand même encore un peu tabou. Je vois personne à l'heure actuelle dire haut, fier et à voix haute qu'il va Ouais. voir un psy, quoi. Ouais, c'est vrai. Je trouve que ça reste encore un peu compliqué. En fait, c'est dommage parce que aller voir un psy quand on va bien, c'est super important aussi. Oui, oui, c'est sûr. Mais alors, pourquoi aller voir un psy quand on va bien? Bah, pour faire un point sur ce qui se passe, pour être sûr que tu vas bien pour de vrai, etc. C'est important de faire un point une fois par an, par exemple. Ok. Et moi, je trouve aussi que le fait d'aller voir un psy pour. Pas forcément quand tu vas pas bien, mais dans le sens où bah, c'est quelqu'un à qui parler. Peut-être que tu vas bien, mais je prends un exemple où tu peux avoir beaucoup de boulot, tu vas avoir beaucoup de trucs et il y a des choses dont tu aimerais te parler. Et peut-être le fait d'aller voir un psy, ça veut pas dire que tu vas mal, hein, mais ça va juste en vrai t'aider à te soulager sur ce Ouais, que, ouais, je vois. sur ce que tu as, tu vois. Donc je pense que ouais, c'est nécessaire d'aller voir un psy. Moi, par exemple, j'en ai déjà vu un. C'était pour une cause toute extérieure, hein, mais j'en ai déjà vu un. Toi, est-ce que tu as déjà vu un psy? Oui, oui, régulièrement. Toi? Moi, non. Non, pas de psy, toi? C'est moi le psy. En fait. C'est toi le psy? Ouais. Excusez-moi. Après, revenons au micro-trottoir. Ils ont aussi parlé de surménage. Alors, j'en profite pour parler de ce magnifique livre, Exactement. Le Double, écrit par notre Par moi. invité Je d'ailleurs. pense que même tu peux le retourner pour Ah voir oui, le derrière. oui, effectivement, Voilà. parce que le derrière est tout aussi beau. Hein. Exactement, oui. Le Double, qui est aussi un peu, je pense, qui traite un peu de psychologie aussi, vite Ouais, fait, oui. donc ça rentre dans notre thème. Et j'aimerais que tu nous dises, toi, comment est-ce que tu l'as vécu, l'écriture de ton livre? C'est du stress, une pression, ça a joué sur ta santé mentale, du surménage Alors, comme je l'écris depuis que je suis tout petit, au début, j'avais pas de pression ni de surmenage. J'écrivais parce que vraiment j'en avais envie. Enfin, j'ai toujours voulu écrire, mais j'avais pas cette pression. Mais en fait, au fil des années, puisqu'en fait j'avais on va dire des attendus, je voulais vraiment écrire quelque chose et que mes amis et les lecteurs se disent waouh, mais il est trop fort. Et il fallait toujours que j'aille plus loin, surtout dans le développement des personnages. Au fur et à mesure des tomes, il fallait vraiment que les personnages soient bien développés et puis qu'on s'attache à eux. Et en fait, c'est ça je vais dire, qui me prenait la tête, en fait, on va dire. Par exemple, je dormais tard le soir, ça me prenait du temps. Donc, il y avait du surmenage et cette pression de se dire en mode, il faut que ce soit parfait pour que les gens en parlent après. Moi, j'y croyais pas à ce que je le publie. Je le voulais. Maintenant que c'est sorti, les gens lisent et aiment bien, mais pour la suite, il faut vraiment que je réécrive encore plus, parce que ça fait une sorte de pression encore. Il faut que vraiment les gens s'attendent à la suite et se disent « Non mais il est fou ce type !» Voilà quoi. Mais ouais, donc dire que ça a joué sur ma santé mentale, non, mais ça a joué sur le fait que j'ai dû passer beaucoup de temps dessus. Voilà. Après, moi j'ai envie de dire, on parle beaucoup de psychologie négative, mais il y a de la positive. Il y a du positif aussi, dans le sens où la pression que tu t'es mise, on va dire, pour que ce soit parfait, est-ce qu'au final, c'était pas une pression bénéfique pour Ah toi? si, c'est une bonne pression, parce que au final, j'ai concocté un truc incroyable. Enfin, après, je dis pas ça parce que c'est mon livre, mais voilà, c'est incroyable, mais oui, c'est une bonne pression. Franchement, j'en suis fier de m'être mis cette pression. Et en fait, après avoir fait ça, maintenant, pour tous mes projets, je me mets cette pression-là. Ok, Voilà. ça c'est nickel. Et j'ai cru comprendre que toi, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es étudiante en psycho. Ouais. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là de la psychologie?
Moi, du coup, c'est pour. Ça va me servir dans mon futur métier parce que je vais être professeur des écoles. Ok. Et donc, il faut une licence pour rentrer en master et passer le concours après. Et je trouve ça super important d'avoir un bagage en psychologie pour comprendre l'élève, l'enfant, les parents, tout ce fonctionnement-là, de la détection des troubles chez les enfants. Je trouve ça hyper important dans mon futur métier, en fait. C'est vrai que par contre, ça, c'est pas mal en vrai, hein, cette histoire de. Et il faut. C'est pas obligatoire de faire une licence en psycho, non. C'est Non, toi qui as du tout, décidé du de tout. le faire. Tu fais la licence que tu veux, après tu Ok. passes un master. Et franchement, c'est intelligent de le faire, de passer par. Surtout pour être professeur, ça aide à comprendre du coup les enfants déjà pour commencer. Ça peut aider les enfants et ça pourrait même aider les parents. Franchement, c'est pas mal. Mais c'est quoi qui t'attire justement en étant professeur des écoles genre, t'aimes les enfants et tout? Ouais, j'adore C'était ça. bizarre, Puis, Non, parce que. non, Bon, ouais, mais je suis déjà animatrice à côté de mes études. Ok. Et c'est un boulot que j'adore, mais c'est vrai que j'ai l'envie de plus leur apprendre des choses, d'enseigner, etc. Ça me passionne. Et la tranche d'âge des enfants, c'est vraiment genre en mode de Vas-y, continue. Les cinq- enfants, c'est ton- Non, mais c'est pour savoir si elles préfèrent s'occuper des ados ou, je sais pas, des primaires. Dans l'animation, j'ai pas encore fait les ados. Les plus grands que j'ai eu, c'était 12 ans. Ok. Mais après, c'est hyper différent. Enfin, à l'année, je travaille avec des maternelles, mais je fais des colos aussi avec des plus grands, du coup. Ok. Ouais, quand même. Et c'est vrai que. bien les colos, ça. Ouais. J'en ai Et jamais pas fait, l'écologie, moi. attention. J'en ai jamais fait moi de colo par contre. Mais apparemment, ouais ouais, non, j'en ai jamais fait. Mais t'as raté ta vie, toi. Mais frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise j'ai pas fait de colo. Mais apparemment, c'est vraiment bien par contre. Ouais, c'est super, c'est super. Apparemment, c'est vraiment bien. Ok, bah, super intéressant, franchement. Revenons un peu au fait. Pour le. Qu'est-ce que je veux dire? Pour la pause psy, on a fait un peu de tout. On a fait des micro-trottoirs, on a fait des studios drama aussi. Toujours autour de ce thème-là de la psychologie et justement le drama sur lequel on a bossé tous les deux. Où j'ai joué le rôle d'un psy et lui d'un fou amoureux, on va dire. Eric. Eric, c'est ça, Eric, exactement. Et du coup, on va te le faire écouter pour que tu nous dises un peu ce que t'en penses. Alors, on va dire que c'est le moment audio-drama. Vous m'avez dit, Eric, que votre toxicité a gâché votre couple. Oui, mais vous pouvez comprendre que j'ai eu un doute. Je le comprends totalement. C'est légitime, mais peut-être que vous le regrettiez. Écoutez, on va faire un exercice tous les deux. Je suis votre ex. Eric, pourquoi tu n'as plus eu confiance en moi? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas fouiller dans ton téléphone, vérifier à qui tu parlais, vérifier tes mails, mais tu m'accordais plus aucune attention. J'avais vraiment peur de te perdre, alors j'en suis devenu fou. Je voulais être sûr de tout. Sûr de toi. Si je pouvais, je t'aurais suivi. Mais je suis vraiment désolé. Ne vous détournez pas de ces sentiments-là. Creusons. Pourquoi êtes-vous désolé? Désolé d'avoir été insistant. Désolé de juste avoir voulu de l'attention de ta part. Désolé de juste avoir voulu me sentir aimé. Désolé d'avoir joué l'homme parfait pour toi alors que je ne le méritais même pas. Waouh. Grosso modo, parce qu'on n'entend pas trop, je vais te recontextualiser un peu le truc. En gros, pour te faire le pitch, c'est deux ex qui se sont séparés et qui vont voir le même sim mais qui ne le savent pas. Et du coup, on est sur le personnage de Eric qui est détruit par la relation parce qu'il n'est plus avec sa copine. Il souffre énormément et il allait voir un psy justement pour se confier et il aimerait ne plus souffrir. Tout le contraire du personnage de Elisa qui, elle, ne souffre pas après leur rupture, alors qu'ils ont quand même passé 4 ans ensemble. Elle ne souffre pas de sa rupture. Et justement, elle aimerait comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne souffre pas et finir même, faut le dire, finir même par souffrir parce qu'elle ne comprend pas. C'était l'homme de sa vie, elle l'aimait. Et on a vraiment cette différence entre les personnages que je trouve intéressant. Et le point mort, c'est que du coup, le personnage d'Elisa, le psy lui dit appelle Eric et dis-lui que tu l'aimes parce qu'elle se rend compte qu'elle aime toujours en fait. Et Eric, au contraire, le psy lui dit, parce qu'il pète un câble, tu souffres à cause d'elle, oublie-la, débarrasse-toi de tout ce qui te lie à elle. Débarrasse-toi de tout ce qui te lie à elle. Sauf que le personnage d'Eric va mal l'interpréter ça, et lui, il va décider de tuer son ex. Grosso modo, il va tuer son ex, et après, il va voir le psy pour lui dire, la dernière chose qui me lie à elle, c'est vous, parce qu'il s'est confié au psy. Et donc, il décide après d'éliminer le psychologue aussi. Donc voilà un peu comment cet amoureux fou finit. Alors du coup, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que Eric, il a tellement pas confiance en lui qu'il est devenu complètement fou.
C'est vraiment poussé dans son extrême et c'est intéressant. T'as vu ça, Eric? T'as pas confiance en toi, mec? Bah, c'est pas ma faute, ouais. Elle m'a quitté aussi. Désolé. Moi, à la base, j'ai rien demandé, hein. Vraiment, je l'aimais et tout. C'est elle, elle a voulu jouer. T'avais déjà pas confiance en toi à la base. Hein. Non, mais oui, du coup, oui, le personnage d'Eric qui décide de faire. Je trouve que ça arrive, ce genre de choses. Ouais. Par amour, ça peut. Quand t'aimes vraiment quelqu'un, ça peut tellement jouer sur le mental que tu peux vraiment partir loin. Ça me fait penser à Carmen. Je sais pas si vous voyez c'est quoi Carmen. Non, Ben, Ouais. En gros, c'est. moi, j'ai Carmen de South Park, tu vois. Ah ouais, non. Non, Carmen, si je dis pas de bêtises, c'est un truc espagnol ou mexicain. Enfin bref, c'est. Ouais, bref. espagnol. Ouais, espagnol. Et en fait, c'est un. Tu me corriges, hein. Vas-y. C'est un mec qui est en couple avec une femme, sauf que la femme, en fait, elle joue un peu avec lui, c'est ça. Et après, genre, elle tue la femme et elle tue aussi le mec, non? C'est ça. Je sais plus. Ça, Mais je en sais tout cas, plus. il y a une. Enfin, le mec est fou amoureux, sauf que la meuf, elle joue, et du coup, ben, il le tue. En fait, c'est. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle. Carmen. Le non. triangle amoureux. Un triangle amoureux, mais en fait, il y a un mot spécifique pour dire en mode la mort conjugale. J'ai oublié. Ah, le meurtre passionnel. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un meurtre passionnel. Donc, le personnage d'Eric a fait un meurtre passionnel. Voilà. Sauf que il l'a pas fait par amour, il l'a fait pour se débarrasser d'elle. Oui, mais en soi, c'est par amour de lui-même. Parce qu'en fait, à la fin. Mais dans ce cas-là, tout le monde fait des meurtres passionnels. Qu'est-ce que tu me racontes? Ben non, je suis désolé. Toi, tu vas pas tuer ta copine. Bah non, Ben voilà. Donc, c'est pas un meurtre passionnel. je crois qu'on s'est pas compris, mec. Ouais, je pense que c'est pas compris. Bah, C'est pas grave. C'est Oui, pas grave. il l'aime tellement, il souffre tellement de l'aimer qu'il s'en débarrasse. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il s'affranchit d'elle. Bah putain, tu vois, non. Mais, du coup, revenons-en au fait, toi, qui as joué le personnage d'Eric, comment est-ce que tu t'es mis dans les conditions pour le faire, en fait? En fait, c'est simple. Je me suis demandé comment je réagirais si ma copine me quittait, mais de façon extrême. Du coup, ben, je serais détruit, comme Eric l'est. Et puis après, pour le côté psychopathe, je me suis inspiré de You, Joe Goldberg. Et voilà, quoi. Après, ça s'assimile avec mes talents d'acteur. Voilà, quoi. Mais je pense que, justement, le fait de jouer un personnage comme ça peut empiéter sur nous-mêmes aussi. Enfin, je ne dis pas que ça a empiété sur moi, mais par exemple... Voilà, doucement, mec. non, mais par exemple, je sais que, par exemple, Bill Skarsgård, c'est l'acteur qui a joué ça, vous voyez le film ça. Ouais. Quand il a eu le script du clown, il y a eu un problème dans sa santé mentale parce qu'après, il faisait des cauchemars et il se prenait vraiment pour lui. C'est sûr que quand ils mettent dans... ben, il y a des acteurs comme ça, hein, quand Ouais. ils se mettent dans des conditions extrêmes pour jouer leur rôle à la perfection, ils en gardent en fait, de la personnalité du Ouais. personnage. Et ça, ouais, ça arrive. Hein. En vrai, je trouve ça... J'espère que tu n'as pas gardé de la personnalité d'Eric. Mais... Non, t'inquiète, mon ref, t'inquiète. Parce que sinon, parce que sinon, tu me fais peur. Non, Sinon, t'inquiète, tu me- t'inquiète, je vais pas te tuer, t'inquiète. Merci beaucoup. Bon, on va dire pour conclure un peu tout ça, on va faire après avoir discuté grosso modo, c'est le temps aussi de prendre un peu de temps pour nous, de discuter de ce qu'on aurait envie de discuter, de se confier un peu sur quelque chose qui aurait pu jouer sur notre santé mentale. Pour vous mettre à l'aise, je commence. Je vais commencer, je vais vous raconter un petit truc, c'est que pour revenir un peu à cette histoire de surmenage, c'est que moi, l'an dernier, j'étais dans une équipe de danse et on faisait des dates, des spectacles et tout. Et on a eu un premier spectacle et déjà, il y a eu les répètes pour ce premier spectacle qui était déjà assez fatigant. Et ensuite, on nous a proposé 2 jours après une date pour un autre spectacle qui se déroulait à 1 semaine d'intervalle. Donc, il fallait reprendre les répètes, refaire les chorés. Et à côté, il y avait les cours. Et je travaillais avec ma mère. Donc, à côté, je bossais aussi pour ça. Et c'était physiquement et même mentalement épuisant. Parce que dis-toi que de 8h30 à 12h30, j'étais en cours. Tout l'après-midi, je bossais avec ma mère. Et de 17h30 à 19h, voire 20h, des fois, j'étais en répète de danse. Donc, c'était épuisant. Et en fait, il y a des moments où je n'arrivais pas à tenir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé, je me suis dit, avant la répète, j'ai eu le génie de prendre 2 Red Bull et 2 cafés. Parce qu'une Red Bull, ça ne suffit pas. 2 non plus. Un café, c'est jamais assez. Donc, et franchement, ça te booste, ça amène un pic d'énergie énorme. Sauf qu'après, il y a la rechute. Et dis-toi que pendant les répètes, j'étais en pleine forme, j'étais en pleine énergie, je donnais tout. Et après la répète, le soir, vers le temps que ça redescende, 21h, 22h, quand ça redescend d'un coup,
J'étais mort de chez mort. Et dis-toi que j'ai dû faire ça pendant 3 semaines. Ça m'a épuisé, mais physiquement et mentalement, ça m'a épuisé, j'en pouvais plus. Dis-toi qu'après ça, je suis tombé malade carrément. J'étais vraiment mort de chez mort. C'était très compliqué. C'était très compliqué, je vais pas vous mentir. C'est bon, ça, moi, je me suis confié, je me suis libéré. Alors, je vous invite à le faire. Merci. Merci. À toi? Moi, c'est du surmenage aussi. L'année dernière, je cumulais 2 tafs. Et au bout d'un moment, enfin, au bout de, on va dire, 8 mois à peu près, ça a craqué. Pareil, je suis tombée malade et tout. J'ai été en arrêt et ça m'a permis aussi de me dire, OK, stop. Parce que j'avais les cours, mes activités à côté, etc. Plus de boulot. Pas beaucoup de temps libre. C'est pas facile. Ouais. Bon, voilà. Ouais, j'avoue, ça a dû être, pendant 8 mois, ça a dû être compliqué. Un peu. Et du coup, est-ce que c'est dans cette période-là que tu es allé voir le psy? Non, à ce moment-là, non, j'en voyais pas. J'en voyais avant et après. Elle ne devait pas avoir le temps entre... Ah ben Non, ouais, j'avoue, non, c'est j'avais vrai pas ça. le temps. Ok. Et toi alors, jeune homme? Moi, c'est pas du surmenage, c'est un sujet beaucoup plus délicat. Alors en fait, avant, j'avais un ami qui a été accusé de viol, voilà, par son ex. Et pendant 2 mois, j'ai essayé de trouver des preuves parce que tu sais, quand on t'annonce que ton ami est accusé de viol, tu n'es pas là en mode putain, en fait, tu l'as fait, c'est toi. En fait, j'y croyais pas et je me suis dit, mais jamais de la vie il peut le faire. Donc j'ai essayé de trouver des preuves pour le défendre et je lui demandais souvent, est-ce que tu l'as fait? Dis-moi, sois honnête et tout. Et il me disait, mais non, t'inquiète pas, fais-moi confiance, je l'ai pas fait. Pour qu'après, à la fin des 2 mois, il avoue qu'il a vraiment fait. Et en fait, pendant ces 2 mois où je cherchais des preuves, en fait, ça me prenait trop la tête. Je dormais plus, enfin, je dormais mal surtout, je faisais des cauchemars et je vous souhaite pas que ça vous arrive parce que c'est surtout à la fin, savoir que tu as fait tout ça pour ça, c'est horrible. Et surtout, je me suis mis dans une situation où, genre, tu sais, c'est le pote qui défend son pote violeur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, genre, comment les autres me percevaient? C'était en mode, vas-y, lui, genre, t'as vu? Enfin, bref. Du coup, moi, genre, un conseil, je parle au nom de moi, mais à tout le monde. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a été accusé de viol, prenez son parti. Non. Non, attends, je me suis mal exprimé. Entre ça et les enfants, moi, j'ai envie de te dire. Je me suis mal exprimé. Ne prenez pas son parti, prenez vraiment la partie en mode de l'accusation. Parce que on ne sait pas qui sont les gens. De la victime, voilà, exactement. Voilà. Petit aparté sur ce que tu... Moi, je trouve que, même là, c'est chaud, prendre le parti de la... moi, je trouve qu'en fait, il faut juste attendre que le verdict tombe. Parce que c'est affreux de dire ça, mais il y a des gens qui disent qu'ils ont été victimes de viol, alors que ce n'est pas le cas. Oui, et sauf que si tu prends le parti du coup de celui qui accuse et qu'au final c'était un mensonge, ça reste... non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais sauf que, en fait, le problème, c'est que quand il n'y a pas de justice, genre, tu sais, de trucs et tout, ouais. Genre, tu peux pas savoir. Oui, après, oui, c'est sûr. Donc voilà, quoi, bref. C'est sûr. Bon, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Mais merci à toi. De vous être confié, d'avoir parlé avec nous. Et j'espère que ça invitera nos interlocuteurs à se confier aussi à nous, à discuter. Parlez-en. Si vous n'allez pas bien, s'il y a un souci, c'est important d'en parler. Vraiment. Et j'espère que, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous aurez un certain bagage, quelque chose avec quoi vous partez de là. Et je vous invite à reprendre vos activités car c'est la fin de la pause psy. Alors, merci beaucoup à vous d'être venu. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci Yimbe. Et c'est la fin de la pause psy aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux de nous avoir écoutés.